Bonjour Théo. Alors parlons pour commencer de ce que l'on peut appeler le Pagnegate, l'affaire du pagne. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a été pris en flagrant délit de partialité, si l'on s'en tient aux commentaires des opposants ivoiriens, parce qu'il a apporté un pagne à l'effigie, un tissu pagne on dit, à l'effigie de Dominique Ouattara, l'épouse française du président ivoirien Alassane Ouattara. Que nous raconte cette histoire ? Un couac diplomatique, lamentable. Est-ce un message diplomatique ? Est-ce, comme certains l'ont cru dans un premier temps, un message de la France ? Un soutien à Ouattara ? Il a fallu vérifier. Vérification faite, non, ça n'était pas ça. C'était une initiative de l'ambassadeur Béliard. Étrange, mais bon, ça peut arriver. Errare humanum est. Mais en fait, historiquement, en Côte d'Ivoire, on a toujours eu des ambassadeurs au profil local très développé. On a eu l'ambassadeur Dupuche, qui était l'ambassadeur à l'époque d'Henri Colombe-Bédier, qui était dans une fusion avec la famille présidentielle et qui n'a pas vu venir le coup d'État du général Gueye. On a eu Jean-Marc Simon, un ambassadeur activiste, pro-Ouattara, etc. En fait, donc, c'est peut-être pour cela que la scène politique bouillonne. Bien sûr, d'ailleurs le PPACI a réagi. Le parti de Laurent Gbagbo. Le parti de Laurent Gbagbo, vivement, cette histoire de pagne. Non. En tout cas, cette question, elle se dénoue à Paris. Et donc il fallait savoir si à Paris, on avait donné des instructions à un ambassadeur pour aller porter une chemise de cet acabit. La réponse est non. On l'a vérifié parce que c'était une affaire d'importance. Non. Alors maintenant, l'expliquer, moi je ne saurais le dire. Je ne connais pas Monsieur Béliard, je ne l'ai jamais rencontré. C'est probablement, comme tout le monde le dit, un diplomate chevronné. Mais bon, peut-être qu'il n'avait rien à se mettre sur le dos ce jour-là, qui sait ? Ah ouais, il a pris peut-être l'habit d'un pote parce qu'il y avait du café qui avait mouillé sa chemise. Que dit cette histoire de la position de la France dans cette affaire de 4e mandat possible pour Alassane Ouattara ? Tu dis rien, mais en fait, en même temps, la France ne dit rien. La France ne dit rien. Pas, la France, et pour le 3e mandat, elle avait plutôt accompagné et justifié par la mort de Amadou Gon Coulibaly, qui était celui qui devait se présenter à la place d'Alassane Ouattara et qui est décédé, ce qui a permis à Alassane Ouattara de faire un 3e mandat que les opposants jugeaient déjà anticonstitutionnel. Si mes souvenirs sont exacts, tu me corrigeras parce que tu connais le dossier mieux que moi, Théo. La bénédiction française est venue après pas mal de temps, après le 3e mandat. Il a fallu plusieurs semaines au président Macron pour, dans une interview accordée à un hebdomadaire panafricain bien connu, de dire que voilà, ok, la France a prouvé et la présidence à Abidjan s'était empressée de publier la lettre qui était annotée de la main même d'Emmanuel Macron. Bon. On a fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'était un peu l'impression qu'on avait à ce moment-là. Oui, nous venons de parler de la chemise de l'ambassadeur de France. Nous parlons de 2015. Oui, effectivement, restons encore un moment à Paris. Quel est le sentiment aujourd'hui ? Nous sommes en juin à Paris, à 4 mois d'élection présidentielle. C'est, comme on dit au Quai d'Orsay, une vive préoccupation. On est inquiet. On n'ose pas le dire, mais on voit les choses se dérouler d'une manière préoccupante. Donc on va dire qu'il y a un enthousiasme un peu moins fort qu'en 2020 ? Ou disons une préoccupation un peu plus forte qu'en 2020. Moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais la publication de la lettre de Philippe Séré-Eiffel, la lettre à Alassane Ouattara... Philippe Séré-Eiffel qui est un ancien conseiller d'Alassane Ouattara, un ancien conseiller français d'Alassane Ouattara, que tout le monde disait très proche de son pays d'origine. Oui, il a écrit à Alassane Ouattara pour lui dire qu'il ne comprenait pas, sous-entendu qu'il n'admettait pas que
un parti qui se prétend oufouettiste, le RHDP, ne permettent pas au président du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, à savoir Tidiane Thiam, d'être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est signé Philippe Séré-Eiffel, c'est pas n'importe qui. Ça, il ne le comprendrait pas. Il ne considérerait plus Alassane Ouattara comme un homme d'État si tel était le cas. Un signal pareil à 4 mois d'élection présidentielle, il n'y en avait pas eu en 2020. C'est pour cause, puisque tout était sur les rails, Amadou Gon Coulibaly devait être candidat. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, il a été rappelé à Dieu et brusquement, panique à bord, il a fallu faire quelque chose. C'était à peu près dans les mêmes eaux, hein. On était en mai 2020 lorsque on avait appris ce coup de théâtre, cette nouvelle tragique, et là nous sommes en juin 2025, on va savoir quand Alassane Ouattara va se déclarer, selon le même... journal panafricain, il devrait le faire le 15 juillet, on nous l'annonce déjà, on nous dit voilà, tout va très bien Madame le Marquis, circulez, il n'y a rien à voir, il a un bilan, le parti est en ordre de bataille, le parti d'Alassane Ouattara, l'opposition est divisée, bref, on se dirige vers une pure formalité si on lit ce journal. Mais je pense que ça n'est pas forcément quelque chose ça n'est pas forcément une analyse à laquelle il faille accorder autant de crédit. Alors, la notion de plan B à la sénégalaise est d'ores et déjà convoquée. Est-ce que cette notion de plan B ne pourrait pas être un facteur de division au PDCI, puisque Tidiane Thiam est mis de côté et les partisans de Jean-Louis Billon estiment qu'il est disponible pour représenter le parti commun lors de la présidentielle à venir? Oui, tu as tout à fait raison de poser la question, Théo, parce que on voit bien quand même qu'au PDCI, il y a beaucoup de turbulences en ce moment. C'est à se demander ce que les militants du PDCI, que certains militants du PDCI veulent vraiment. Bon, maintenant, qu'il y ait des gens que j'appellerais moi des salariés du RHDP au sein du PDCI, c'est le contraire qui serait étonnant, c'est presque normal quoi, d'essayer d'affaiblir l'adversaire. Et quel adversaire, puisque bon an mal an, le PDCI, RDA reste le premier parti de Côte d'Ivoire. Bien. Donc oui, c'est vrai, il y a des soucis de ce côté-là. Maintenant, d'un autre côté, il faut voir que Tidiane Thiam a été élu d'une manière totalement incontestable, réélu d'une manière totalement incontestable, enfin en tout cas difficile à contester, hein. Et il a été désigné comme candidat. Donc il n'y a pas de plan B qui s'annonce pour l'instant. Sur ce même plateau, tu dois t'en souvenir, j'avais dit ce que je pensais de cette tentative Billon. Tu l'avais dit toi-même, à qui profite le crime, pourquoi Billon fait-il ça sert les intérêts de qui? Je te l'avais dit, Jean-Louis Billon, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est même pas en rêve, en tout cas moi je n'y crois pas du tout, ça me paraît aberrant. Donc s'il fait ça et que j'ai raison, ça veut dire qu'il le fait pas pour lui, qu'il le fait pour quelqu'un d'autre. Donc non, oui, bien sûr, il y a des soucis en ce moment au PDCI, mais ces soucis sont normaux, c'est-à-dire que ça serait le contraire serait étonnant que le parti au pouvoir ne cherche pas à tenter d'affaiblir son principal opposant, oui, probablement. Et au PPACI, on parle de plus en plus de l'hypothèse Awadon Bello. Alors, on en parle, non, moi je sais pas, j'ai pas entendu ça. On en parle dans les alcôves. Oh là là, alors c'est des alcôves. J'ai pas entendu ces bruits. Je n'entends parler que de Laurent Gbagbo. Il est candidat, il veut l'être et il n'a pas le droit de l'être. Donc, on va tout droit vers l'épreuve de force. Le président Gbagbo vient d'écrire... On est plus proche de l'épreuve de force
comment dire, d'un contournement avec des substitutions électorales. Ah bah, moi, je connais ces acteurs-là, je connais même très bien. Je te dis, non, je ne vois pas aujourd'hui Awadon Mello se lancer dans la course à la présidentielle, sachant qu'on est à 4 mois du scrutin. Non, d'ailleurs, c'est pas son agenda. Il a tout l'avenir devant lui. Et c'est un homme de valeur. Il pourra demain... L'avenir devant lui, c'est un sexagénaire. Bah, il est très jeune, donc... Peut-être en Côte d'Ivoire, une république où finalement les présidents de partis sont plutôt âgés. Plus globalement, que peuvent aujourd'hui les oppositions ? On a d'un côté Laurent Gbagbo et le PPACI qui vient de mettre en place une sorte de mouvement au contour flou dénommé Trop c'est trop, et de l'autre côté, la coalition CAPSI qui a pour président Tidjane Thiam avec ses côtés des figures historiques du gbagbyisme, si on peut dire, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, Afin Guesson. Est-ce que les deux coalitions, si on peut dire, peuvent s'unir ? Bien sûr. Et je pense même, mon petit doigt me dit qu'elles vont le faire. Ce qui permettrait d'ailleurs une union de toute l'opposition. Parce que tu viens de le rappeler, Tidjane Thiam est président de CAPCI, qui regroupe l'opposition, sauf le PPACI. Une alliance où un front commun, appelons-le comme on veut, peut-être pas le mot alliance est peut-être un peu fort. Et là, je suis en train de faire de la spéculation avec toi sur le plan politique, ce que les Ivoiriens adorent. J'en suis parfaitement conscient. Mais jouons le jeu. Un lien entre le PPACI et le PDCI-RDA, ça voudrait dire aussi un lien entre le PPACI et CAPCI. Ça voudrait dire toute l'opposition. Étant rappelé que en Côte d'Ivoire, ça continue, c'est la pilarisation, c'est-à-dire qu'il y a 3 partis, il y a le PDCI-RDA, le PPACI et le RDR. Qui est renommé RHDP. Ben justement, si une coalition, un front commun, une initiative commune de l'opposition se met en place, qu'est-ce que ça change dans les équilibres de puissance dans le pays et dans la perception que l'on peut avoir à l'étranger de ces équilibres de puissance ? Ce que ça change déjà, c'est que ça permet de dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'opposition est unie contre le RHDP. Et le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et contre le 4e mandat, et pour la réforme de la commission électorale, qui est décriée, dénoncée par tous. Et ce changement est un changement de taille. Et ceci explique peut-être ce dont on parlait précédemment, les tiraillements au sein du PDCI. Parce que... dans sa dernière livraison, le journal panafricain en question souligne que l'opposition est divisée et qu'elle n'a pas de programme. Bon, on ne pourra plus le dire à ce moment-là. On ne pourra pas lui dire que l'opposition est divisée si elle est unie. Mais bon... Et ça peut changer les perceptions, y compris à l'étranger, sur la possibilité d'une sorte de marche forcée d'Alassane Ouattara vers un 4e mandat. Si à l'étranger on a l'impression qu'il y a un bloc quand même compact contre lui, ça change les perceptions forcément. Forcément, parce que ce bloc compact est majoritaire, c'est évident. Puisque la Côte d'Ivoire est restée, encore une fois, dans un système de pilarisation, et que quand il y en a 2 contre le 3e, le 3e est forcément minoritaire. Le passé politique de la Côte d'Ivoire l'a déjà démontré sur les 2 côtés du triangle. Le 3e côté serait alors bouclé pour la première fois dans l'histoire du pays, et... une victoire annoncée du RHDP à l'élection présidentielle de 2025 serait forcément contestée, parce que c'est impossible.
arithmétiquement impossible. Alors j'entends déjà les commentaires, évidemment, on va dire mais non, pas du tout, les choses ont changé, Navarro est complètement dépassé, le RHDP est hégémonique, mais montrez-moi des images, montrez-moi des foules en liesse délirantes. Produire des foules en liesse délirantes, à l'approche de ou non, mais enfin bon, c'est évidemment pas le cas, on sait très bien que ce serait impossible. Mais le pire, c'est que si jamais appelons-le le front, ce front qui n'a à ce jour pas, au moment où nous enregistrons cette émission, il faut être... c'est le vendredi 12 juin. Voilà, qui n'a pas encore été conclu. Si jamais l'affaire se fait, ça sera une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, et ça sera une première d'une sorte de lien, d'alliance, que moi j'appelle une alliance depuis toujours, entre deux grands leaders qui n'ont pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Donc là, oui, bien sûr, c'est très inquiétant. Et ça ne peut pas laisser indifférent la vision qu'on a depuis l'étranger, notamment depuis Paris, de ce qui risque de se passer demain en Côte d'Ivoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que la France pense, est-ce que la France y est toujours très observée? Imaginons qu'on ait des Kenyans qui nous écoutent grâce à la traduction simultanée de YouTube, et ils disent mais pourquoi dans ce pays on parle toujours de l'ancien colonisateur de cette manière? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce tropisme particulier? L'histoire, d'abord, une histoire coloniale. Il y a des leaders qui parlent encore de leurs parents qui se sont battus, comme Laurent Gbagbo, par exemple, qui parle de son père, son grand-père, des gens qui ont fait la guerre dans l'armée française. Et pour cause, lorsqu'ils sont nés, ils étaient français, puisque le pays n'était pas... Oui, c'était des sujets, si tu veux, mais enfin, ils étaient français, parce que c'était la colonie, c'est ça. Donc, des téléspectateurs au Kenya savent ce que c'est que la colonie, puisque c'était également leur cas. C'était pas le même colonisateur, mais c'était la même chose. Donc, ils sont sensibles à ces questions-là. Donc, il y a ça. Le poids de l'histoire. Deuxièmement, la situation sous-régionale. Où on voit les voisins de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui décrient la démocratie élective. Ils n'en veulent plus. Ils acceptent. Et quand je parle de ça, je parle des populations, c'est-à-dire des jeunes, qui se comptent par dizaines de millions. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, qui font confiance à des militaires qui ont pris le pouvoir et qui n'ont pas du tout l'intention d'organiser de sitôt des élections. Donc on voit un recul démocratique très inquiétant dans cette partie de l'Afrique. Assorti d'une défiance vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Assorti d'une défiance vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Le grand perdant dans cette affaire, moi, c'est le seul sujet qui m'intéresse vraiment, parce que j'ai été marqué par ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire entre 2008 et 2011, c'est ce que fait mon pays, la France. Ce qu'a fait mon pays, la France. Alors, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont à mon sens, les conséquences de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. En fait, la France paye au Sahel ce qu'elle a semé en Côte d'Ivoire. Ah, moi, j'en suis persuadé. Il n'y a pas que pour moi, l'élection 2010 en Côte d'Ivoire, trichée, bien sûr. Triché. Alassane Ouattara, on l'a fait gagner. La France s'en est mêlée. Ne pouvait pas rester sans conséquences, et les conséquences sont là. C'est le fait générateur. Oui, ça c'est sûr. Donc les jeunesses africaines ont conçu de la défiance vis-à-vis de la France à partir... Et de la démocratie. C'est-à-dire qu'on se méfie, on se dit... tu te souviens peut-être pas, tu n'étais peut-être pas né, mais en mai 68, sur le boulevard Saint-Michel, moi j'entendais élection piège à con. Et maintenant ils le croient, évidemment, et ils n'ont pas tort. Comment leur donner tort ?
Ça donne des excès délirants. Ça permet à des influenceurs de faire de la surenchère et de faire de tenir des propos qui sont extrêmement dangereux. Il faut revenir à la démocratie. Il le faut impérativement le plus vite possible. Ou si on croit à la démocratie, ce qui est mon cas. Mais il faut que la démocratie soit démocratique. Exact.